Victor Hugo et les tables parlantes de Jersey. Dans un calepin noir, Hugo, qui note tout, écrit ceci. Nuit du 31 mars. Au petit jour, je me suis réveillé comme un sursaut. Au même moment, j'ai entendu dans ma chambre, tout près de mon lit, le bruit d'un pas. J'ai écouté. Le bruit de pas était à ma droite. Il venait de l'intérieur du mur. Alors je me suis mis à prier et j'ai dit, s'il y a près de moi quelque être qui souffre, quel qu'il soit, qu'il prie pour moi comme je prie pour lui. Nuit du 9 au 10 avril. Je me suis couché à minuit. Aussitôt, la chambre a été remplie d'un bruit étrange, comme si tous les papiers de la table entraient en mouvement tous à la fois. Plusieurs fois j'ai dit, si quelqu'un est là, qu'il frappe 3 coups sur le mur. J'ai entendu les frappements. Nuit du 6 au 7 mai. Au moment où je m'endormais, les frappements ont commencé. Chaque fois que je me suis réveillé dans la nuit, je les ai entendus. Il dort mal. Il poursuit les méduses du rêve aux robes dénouées. Il s'interroge sur sa création. Je ne suis jamais seul lorsque j'écris. C'est comme si remontaient d'un abîme inconnu des gerbes de mots dont je ne serais que le moissonneur. C'est d'un spectacle hors du monde que je tire la matière de mon œuvre. Et, la nuit, pendant que gronde la mer, L'ombre emplit la maison de ses souffles funèbres. Et les nuits, tout se tait. Les formes des ténèbres vont et viennent autour des endormis gisants. Pendant que je deviens une chose, je sens les choses près de moi qui deviennent des êtres. du peuple des morts flottant dans les terres descendent jusqu'à lui des esprits qui l'environnent de souffles, de murmures, de frappements. Vous avez toujours eu ces dispositions, Lui dit sa femme. Mais non, pas exactement. D'où lui vient ceci? Que s'est-il passé? Il se souvient. Tout a commencé un beau jour de septembre, voici 3 ans. Oui, 3 ans, 1853. Il achevait les châtiments. Ce jour-là, il allait en voiture de Saint-Hélier, le port de Jersey, à sa maison sur la Grève. Il accueillait Delphine de Girardin, l'épouse du journaliste parisien. Comme elle a vieilli, Se disait-il. Elle a perdu son éclat, maigrie, pâlie, et en dépit de la gaieté des retrouvailles, il semble à Hugo qu'elle cède au charme de la mort, toute vêtue de noir, douce et triste, un été qui s'en va. Comme il a changé, se disait-elle. Ce n'est plus le rayonnant poète de la place royale. 4 grandes rides profondes descendent des ailes du nez et des coins de la bouche. Des poches de fatigue enfoncent son regard. Des cheveux noirs et raides que le vent rabat sur un front crispé. « Paris ne vous manque pas ?» demande-t-elle. Paris s'est tu. Je n'entends plus que l'océan et sa grande voix mystérieuse. Il existe d'autres voix, encore plus mystérieuses, dit-elle. Dans Marine Terrasse, la vaste maison blanche des Hugo, Adèle s'ennuie et s'efforce d'écrire un livre. Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. La jeune Dédé, sombre, l'air hagard, silencieuse, fait de la musique et rêve d'amour. Charles Hugo et Auguste Vacquerie s'adonnent à la photographie. François Victor, mal consolé d'une passion parisienne pour une actrice des variétés, trompe son chagrin en rédigeant une histoire de Jersey. Juliette, logée non loin de là, souffre, attend, griffonne plusieurs billets par jour.
Au lieu de poser indéfiniment pour le daguerrer au type, vous auriez pu me faire sortir si vous l'aviez voulu. La famille Hugo fête Delphine. Elle apporte l'air de Paris et les potins sur l'empereur qu'elle appelle drôlement Boustrapa. Mais Delphine apporte aussi de Paris le nouvel engouement. Il n'est question dans les salons que des tables tournantes, des esprits, des fantômes, du spiritisme. Auguste Vacquerie voit dans cette fluidomanie une mode utile à Napoléon le Petit. L'usurpateur détourne en paix la liberté, tandis que les Parisiens font tourner les tables. Hugo partage ce sentiment, quoiqu'il pressente que des choses sans nom errent dans la nuit. Et il s'abstient lorsque, le premier soir, on tente de faire tourner une table à 4 pieds du salon. Sans résultat. Delphine, piquée, assure que les esprits ne sont pas des chevaux de fiacre qui attendent le client. Ils sont libres et ne viennent qu'à leur heure. Et puis, cette table ne convient pas. Il faut un petit guéridon à trépied. Le lendemain, elle court en vain les boutiques de Saint-Hélier, mais finit par découvrir le meuble convenable dans un magasin de jouets. Le dimanche soir, 11 septembre 1853, Victor Hugo consent à être spectateur de l'expérience. On a placé le guéridon sur une table. Un invité, le général Le Flot, assiste Delphine. Il pose les mains, se concentre. Si la table frappe un coup, c'est A. 2 coups, B, etc. La table oscille sur son pied à 3 griffes, mais c'est confus. Vacquerie remplace le général, puis Charles. Or, sous les mains de Charles Hugo l'évasif, le taciturne, le nonchalant, toujours perdu dans la fumée de son cigare, la table vibre, frappe. Un esprit commence de se manifester. Il parle. On note les lettres qui forment des mots, des phrases. L'esprit va parler une partie de la nuit. L'esprit dit qu'il se nomme fille, qu'il s'appelle morte. C'est l'esprit d'une jeune femme morte accidentellement en France. Chacun en reçoit une secousse au cœur. C'est Léopoldine, la fille des Hugo qui se noya à Villequier. On pleure. Hugo, dans son fauteuil, la gorge serrée, pose des questions. Les doigts de Charles effleurent à peine le petit guéridon, dont le trépied frappe des coups nets et précipités. Es-tu heureuse? Oui. Où es-tu? Lumière. Que faut-il faire pour aller à toi? Aimer. As-tu quelque chose à nous dire? Oui. Quoi? Souffrer pour l'autre monde. Vois-tu la souffrance de ceux qui t'aiment? Oui. Es-tu contente quand ils mêlent ton nom à leurs prières? Oui. Es-tu toujours auprès d'eux? Veilles-tu sur eux? Oui. Dépend-il d'eux de te faire revenir? Non. Mais reviendras-tu? Oui. Bientôt? Oui. À partir de cette nuit, Victor est persuadé que l'esprit des morts communique avec les vivants. Quand Delphine de Girardin quitte Jersey, elle laisse derrière elle le monde des morts tournoyant autour d'un guéridon pour enfants, et la prescience d'une religion nouvelle dans l'esprit du plus grand poète français. 2 ans, tous les soirs, durant 2 ans, dans le salon de Marine Terrasse, après dîner, l'outre-monde va déferler. On va noter, lettre par lettre, d'immenses dictées de l'au-delà, des centaines de pages en prose et en vers, épuisantes dictées, souvent recueillies à la main de Victor Hugo même. Le 5 octobre, on propose aux esprits de faire plutôt tourner une aiguille au centre d'un cadran sur lequel seraient inscrites les lettres de l'alphabet. Mais le guéridon refuse. La table est rarement défaut, gardez-la. On subira la tyrannie de cette dictée malaisée. Mais comment ne pas s'y plier? Les messages vont en s'amplifiant, atteignent au sublime. Dans les premiers jours, les esprits sont encore timides, peu loquaces,
primaire, mais rapidement leur intelligence progresse avec leur syntaxe. Vacquerie, si sceptique au début, écrit à son ami Meurice à Paris qu'on pourrait tirer de leur message un livre de maximes près desquelles celle de la Rochefoucauld serait de la civilité puérile et honnête. Le 17 octobre, le Guéridon dicte à Vacquerie un schéma de roman et le 24 un brillant développement sur Balzac. Des discussions s'instaurent avec Marat, Rousseau, Machiavel. Le 9 décembre, André Chénier compose des vers remarquables. Le 27, l'ânesse de Balaam parle magnifiquement de l'échelle des êtres, de l'inanimé à la conscience suprême, et proclame que tout vit, tout souffre, tout concourt à la conscience de Dieu. Puis, ce sont des révélations du lion d'Antroclès. Puis Shakespeare paraît, puis le drame. Ils évoquent les vastes questions de l'art, de la vie, de la mort, de la faute, du châtiment, de l'ordre et de l'ascension de l'univers. La mort, Jésus, Platon font des discours torrentiels et d'une hauteur telle qu'il faut croire que l'outre-monde révèle les vérités ultimes. L'ombre du sépulcre, à partir de janvier 1854, annonce la religion future, la Bible suprême de l'humanité. Hugo, qui presque jamais ne sollicitera lui-même de ses mains le guéridon, et qui ne participe pas toujours aux séances d'invocation, n'est pas d'emblée convaincu. Il a été, comme tout le monde, bouleversé par la présence de Léopoldine, mais il se reprend, résiste, discute le phénomène. C'est tout simplement, dit-il à Charles, ton intelligence quintuplée par le magnétisme, qui fait agir la table et qui lui fait dire ce que tu as dans la pensée. Madame Hugo est tout de suite emportée par la foi spirite. Pour elle, ce sont bien les morts qui, de l'au-delà, viennent en personne nous confier leurs pensées, répondre à nos questions. Pour le poète, dont la raison est puissante, le spiritisme ne saurait être accepté tel quel. Dans une conversation avec l'exilé Pierre Leroux, il dit « Je crois absolument au phénomène des tables. Seulement, je n'affirme pas que ce soit en effet Jeanne d'Arc, Spartacus, César, Tibère qui y apparaissent. Il est possible que ce soit un esprit qui prenne ces noms pour nous intéresser. » Un esprit, l'intelligence illimitée, sans forme et sans nom, qui se déploie à la frontière de notre monde et de l'autre. Une bouche d'ombre, aux voix multiples, dont le médium anime les lèvres. Ce qui justifie l'invocation, c'est la valeur quasi surhumaine des messages reçus, d'où qu'ils viennent. Et au début de 1854, Hugo a 56 ans, les dictées ont pris une telle ampleur et une telle hauteur qu'on ne saurait demeurer sceptique. François-Victor continue de douter, trouve dérisoires ses soirées autour du guéridon. Hugo le sermonne. Conversation du 27 avril, notée dans le journal de l'exil. Le phénomène des tables parlantes n'amoindrit pas le XIXe siècle, il l'agrandit. Le phénomène des tables parlantes n'amoindrit pas la liberté humaine et donne des ailes à la foi humaine. Ces esprits nous parlent. Tu le nies. Pourquoi nier l'évidence? Voici les faits. Un jour, il prend à n'importe qui l'idée de mettre les mains sur une table. La table se lève et remue. On s'exclame. Bah, dit la science, vous êtes des enfants. La table tourne par un phénomène physique. On renouvelle l'expérience. Cette fois-ci, la table frappe des coups et s'arrête. Diable, dit celui qui tient la table, cette table s'arrête, puis il lui prend l'idée de compter l'alphabet. Cette table parle, dit celui qui la tient. Ah, la table parle, dit la science. Ceci me dérange. De par le bon sens, défense aux tables de parler. Mais malgré le bon sens, la table parle. Elle parle sous les mains de Madame de Girardin. Elle parle sous les mains de Monsieur de Saulcy. Sans dire de grandes choses,
elle dit des choses fort particulières. Sous les mains de Charles, elle dit des choses sublimes. Pourquoi nier ce monde intermédiaire? Pourquoi trouver surnaturel ce qui est naturel? Pour moi, le surnaturel n'existe pas. Il n'y a que la nature. Oui, il est naturel que les esprits existent. Sous les mains de Charles, elles disent des choses sublimes. Séance du 11 septembre 1853. Madame Hugo et Charles sont au guéridon. Madame Hugo. Veux-tu qu'Auguste Vacquerie prenne la place de Charles? La table. Non. Madame Hugo. Pourquoi? La table. Moins voyant. Qu'entends-tu par moins voyant? L'avenir le dira. Entends-tu voyant pour les choses humaines ou surhumaines? Surhumaine. Ainsi, dès le début, Charles est désigné, ou se désigne, comme le grand médium, celui par qui retentit la parole magique. Chaque fois que la table parle du voyant, ce n'est pas de Victor Hugo, c'est de son fils Charles. Très intelligent, mais indolent et léger, comment ne pas fuir dans l'indolence et la légèreté l'écrasant génie du père? Charles se prête avec une apparente indifférence aux soirées spirites. Il est fatigué. Il a fait des armes toute la journée, il voudrait aller dormir. Mais la table proteste, lui enjoint de continuer. Et sous ses mains coule un torrent de poésie et de métaphysique. Prend-il une revanche sur le père? Est-il l'inspirateur conscient? Paul Meurice note: nous devrions supposer une ruse continuelle et préconçue, puis un travail de préparation considérable dont ce jeune homme nonchalant ne saurait guère être soupçonné. Quand un sceptique lui demandait si les vers dictés par la table n'étaient pas tout simplement de lui, il répliquait en riant qu'en ce cas, il les eût volontiers signés. Mais ces magnifiques paroles, venues de nulle part sous ses mains, et qui influencent son père, infléchissent sa pensée et son œuvre. Quelle revanche pour le fils écrasé! Il est celui sans qui la bouche des ombres n'existerait pas. Charles est le premier, humilié dans la vie consciente de son père tout-puissant. Despote doux et implacable, il devient dans l'obscurité du message spirit le somnambule génial qui s'aventure à l'extrême pointe du promontoire du songe et qui, de là, tend la main au poète. « Que dois-je faire » demande Hugo. Et par l'intermédiaire de Charles, l'esprit de la table répond. Use ton corps à chercher ton âme. Veux-tu que je continue à t'interroger? Oui, car maintenant tu as la clé d'une porte fermée. Ou encore, Hugo note. L'être qui se nomme l'ombre du sépulcre m'a dit de finir mon œuvre commencée et m'a ordonné des vers appelant la pitié sur les êtres captifs et punis qui composent ce qui semble aux non-croyants la nature morte. J'ai obéi, j'ai fait les vers que l'idée me demandait. Et la table dit: j'affirme, je prouve et je commande des vers aux poètes comme je commanderais à mes valets. Et la table enjoint à Hugo d'annoncer la religion universelle, le confirme dans sa suprême vocation, serviteur des vérités ultimes, révélateur des mystères et des harmonies cachées de l'univers. Elle le sacre, maître du secret. Cependant, à mesure que se développe l'immense dictée, s'ouvre un conflit dans l'esprit de Victor Hugo. Quelle est la part du créateur humain, si l'esprit de la table submerge et bientôt le remplace tout entier? Un singulier phénomène de jalousie créatrice bouleverse Hugo. À la fois, il reçoit de la table une solennelle consécration. Sa philosophie est la vérité à annoncer au monde. Et à la fois, la table ne lui assigne qu'une situation de traducteur de l'au-delà.
Mais ce que l'esprit lui dicte, ne le portait-il pas déjà dans son propre esprit? Moi qui te parle, Dit-il à l'ombre du sépulcre. les vérités que tu affirmes, il y a bien longtemps que je n'en doute pas. Dans la séance du 19 septembre 1854, au cours de laquelle il fait le point de ses relations avec l'infini, il affirme qu'il a déjà tout trouvé par lui-même, ou du moins tout entrevu par sa seule méditation. Aujourd'hui, les choses que j'avais vues en entier, la table les confirme, et les demi-choses, elle les complète. Enfin se pose une grave question. Faut-il publier le livre des tables? Hugo s'interdit de mêler à son œuvre personnelle les proses et les poèmes dictés par le guéridon. Quoiqu'on en retrouve l'inspiration dans une notable part de son œuvre ultérieure. Charles dit « L'apparition de ce livre, avec l'appui de votre nom, suffira pour faire croire toute l'humanité. » Mais la table elle-même recommande d'attendre. Hugo écrit en janvier 1855 à Delphine de Girardin. « Les tables nous commandent le silence et le secret. » Et cependant sont inscrits dans les cahiers des soirées autour du guéridon les éléments d'une nouvelle Bible de l'humanité. L'ombre du sépulcre, sans s'opposer à ce que la vérité révélée par les tables soit utilisée, interdit cependant que les procès-verbaux soient publiés. L'Esprit vous a parlé, l'Esprit vous a révélé une partie du grand secret. Maintenant, silence, bouche profane, ne montrez à nul mortel ces pages flamboyantes. Le moment n'est pas encore venu. Quand l'heure sera sonnée, je le dirai aux voyants. L'heure ne sonna pas. Les pages, des centaines, devaient demeurer scellées. Puis vinrent la fatigue, les éloignements et la crainte chez Hugo que le bruit fait autour de cette passionnée plongée dans l'irrationnel ne nuise à son crédit. La peur aussi de se retrouver recouvert par l'esprit. Une sourde jalousie enfin entre le père et le fils. Charles peu à peu renonce. En 1855, un des participants, Jules Alix, est pris d'une crise de folie au cours d'une invocation. Le groupe des spirites prend peur. La démence rôde dans la maison. On se souvient d'Eugène Hugo, mort fou. On s'inquiète pour Dédé, de plus en plus hagarde. Victor lui-même est en proie aux frappements nocturnes, à des phénomènes de dédoublement, à des insomnies hallucinées. Les esprits rejoignent les limbes muets, et l'on descend à la cave, le guéridon. Réponse à l'incrédule. La table dicte des vers et des proses dans le style même de Victor Hugo. Charles, conscient ou médium, plagie son père. Et non, ce n'est pas si simple. D'abord, ces dictées s'élèvent à des niveaux où n'atteint pas l'esprit de Charles Hugo dans sa vie normale. En outre, il arrive que la table dicte des vers ou des fragments de vers que Hugo lui-même a écrits quelques jours avant et que personne dans la maison ne connaît. Enfin, jamais Charles n'eût été capable de composer des vers comme ceux-ci, dictés lettre à lettre par la table. Esprit qui veut savoir le secret des ténèbres, et qui, tenant en main le terrestre flambeau, vient, furtif, à tâtons, dans nos ombres funèbres, crocheter l'immense tombeau. Rentre dans ton silence et souffle tes chandelles. Rentre dans cette nuit dont quelquefois tu sors. L'œil vivant ne lit pas les choses éternelles par-dessus l'épaule des morts. Mais c'est du Hugo tout craché. Oui, cependant Hugo est souvent absent, dans sa chambre ou dans son cabinet de travail, pendant que la famille et les amis font tourner la table. Et tenez, voici une prose vraiment sublime dictée par le guéridon.
Imprudent, tu dis. L'ombre du sépulcre parle le langage humain. Elle se sert des images bibliques, des mots, des figures, des métaphores, des mensonges pour dire la vérité. L'ombre du sépulcre n'a pas d'aile. L'ombre du sépulcre ne tient pas le livre ouvert devant Dieu. L'ombre du sépulcre n'est pas ange, comme l'Église les voit en robe blanche et une palme dans la main. L'ombre du sépulcre n'est pas une mascarade. Tu as raison. Je suis une réalité. Si je descends à vous parler, votre jargon où le sublime consiste en si peu de tempêtes, c'est que vous êtes limité. Le mot, c'est la chaîne de l'esprit. L'image, c'est le carcan de la pensée. Votre idéal, c'est le collier de l'âme. Votre sublime est un cul de basse fosse. Votre ciel est le plafond d'une cave. Votre langage est un bruit relié dans un dictionnaire. Ma langue à moi, c'est l'immensité, c'est l'océan, c'est l'ouragan. Ma bibliothèque contient des millions d'étoiles, des millions de planètes, des millions de constellations. L'infini est le livre suprême, et Dieu est le lecteur éternel. Maintenant, si tu veux que je te parle dans mon langage, monte sur le Sinaï, et tu m'entendras dans les éclairs. Monte sur le calvaire, et tu me verras dans les rayons. Descends dans le tombeau, et tu me sentiras dans la clémence. Vous trouvez là le style des envolées sibyllines, dont la conscience supérieure de Hugo usera, à l'heure des grandes œuvres prophétiques de la fin de sa vie. Les 2 années de table tournante à Jersey marquent le passage de Hugo poète à Hugo prophète. Ce sont les 2 années déterminantes de sa destinée spirituelle. Il va ensuite être en proie véritablement à la religion des tables, bien qu'il garde le secret sur ces 2 années médiumniques. Et Juliette Drouet, dans toute cette aventure, que devient-elle? Juliette ne croit pas aux tables. Juliette est jalouse de cette nouvelle passion de son Toto, mais elle recopie les procès-verbaux que lui communique Victor. Elle est méhonnête de sa jolie écriture. Enfermée dans l'appartement que Toto a loué pour elle, à portée de vue de Marine Terrasse. Et elle lui écrit « Quant à vous autres, vous pêchez des poissons morts que les esprits de l'autre monde attachent à vos lignes, procédé connu déjà dans la Méditerranée, longtemps avant les tables cancanières. Sur ce, je vous cogne mes plus tendres sentiments. » Vous dites que Victor Hugo, pendant ces 2 années, puis ensuite, fut la proie de frappements, d'hallucinations et même de phénomènes de dédoublement. Cela est abondamment attesté dans les carnets intimes de Hugo. Quant au phénomène de dédoublement, il y a une note étrange de Hugo datée du 21 juin 1856. Très étrange. Voyez plutôt. Le 21 juin 1800, la petite J, domestique chez M.H., sortit de M.T., la maison de ses maîtres, pour aller se baigner à la mer. La distance est courte. M.T. est bâti sur l'immense grève d'Azette et, dans les marées, le flot vient battre le pied du mur du jardin. J emmenait avec elle pour se baigner Chounia, la chienne grise de Monsieur H. Entre parenthèses, dire ce qu'était Chounia, chien de berger, etc. Chounia avait, à son grand déplaisir, le museau emprisonné dans une muselière de cuir. Précaution rendue nécessaire par une ordonnance portant que tout chien errant et non pourvu de muselière serait abattu. Le terrible Stephen, l'étrangleur patenté des chiens errants de Jersey, se promenait depuis quelques jours sur les chemins et sur les grèves, brandissant une longue corde, espèce de lasso, avec laquelle il prenait les chiens au passage comme des gauchos
prennent les chevaux dans les pampas. Entre parenthèses, brave homme zélé, chaque tête de chien lui était payée par la ville 6 pence. Au bout d'un instant, on put, des fenêtres de MT, voir au-delà de la petite maison des bains, sur laquelle on lit en grosses lettres d'inscription « Hot Sea Bath ». On put voir dans la mer 2 points noirs s'agitant au milieu de l'écume. C'était J et Chounia. Un moment après, le vieux bonhomme qui tient la maison des bains vit M. H. sortant de MT, descendant par l'échelle de bois qui donne sur la grève et se promenant le long de la mer. Il avait, comme d'ordinaire, son pantalon et son gilet couleur ardoise, son paletot brun et son chapeau gris avec un crêpe. Monsieur H étant en deuil. J, qui jouait dans l'eau, le vit arriver de son côté. Chounia, qui était sorti de l'eau et qui séchait au soleil sur le sable, courut à lui en poussant de petits cris plaintifs et en lui frottant sa muselière aux jambes. J vit Monsieur H se pencher en souriant sur Chounia et lui ôter sa muselière, puis la lui nouer autour du ventre avec la corde qui y pendait. Quoique cette nouvelle façon de porter la muselière ne satisfît Chounia qu'à demi, elle en prit son parti et s'en alla joyeuse avec son maître, qui s'éloigna et disparut par la coupure qui est au bout des maisons et au-delà de laquelle le parapet de la grève d'Azette se prolonge, jusqu'à la jetée en ruine voisine de la pointe de Saint-Clément. Vers midi, une demi-heure après environ, Marie, la cuisinière de MT, achetait sur sa porte à une paysanne des asperges à 1 sou la pièce, quand elle vit passer son maître, accompagné de Chounia. Monsieur H remit Chounia à Marie qui s'écria « Tiens, elle a sa muselière au ventre !»« Oui, dit en riant Monsieur H, cela la gênait sur le museau. Elle l'a ôtée et pour ne pas la perdre, elle se l'attachait au milieu du corps. » Bah, dit Marie stupéfaite. Chounia rentra, Monsieur H continua son chemin. Le soir, J conta tout cela à dîner. Monsieur H le lui fit répéter 2 fois et fit venir Marie qui confirma. Après le dîner, Monsieur H remonta dans sa chambre profondément rêveur. Il n'était pas sorti de la journée. Monsieur H et, bien entendu, Hugo. MT, c'est Marine Terrasse, la maison des Hugo, à Jersey. Question. Vous croyez que Victor Hugo rapporte là un fait authentique? Absolument. Henri Guillemin, l'un de ses meilleurs biographes, note à propos de ce texte. De toute évidence, il s'agit d'un fait réel et déconcertant. On en jugera. Question. Parlons maintenant de cette Bible de l'humanité, de ce livre des tables. Pourquoi les révélations du guéridon n'ont-elles pas été publiées? Elles ont été publiées longtemps après la mort de Hugo, mais en partie seulement. En 1897, Paul Meurice commet quelques indiscrétions sur les séances spirites de Jersey. La presse commence à en parler. En 1923, publication partielle des procès-verbaux de séance, recueillis de seconde main par Gustave Simon. Depuis, quelques autres procès-verbaux ont vu le jour, mais jamais la totalité, et jamais d'après les textes originaux. Il y a là un mystère. Ces procès-verbaux étaient contenus dans 4 gros cahiers. On sait que Hugo a légué ses manuscrits à la Bibliothèque nationale. Les cahiers ont été soustraits du legs. Par qui? Et ces cahiers ont disparu. On les voit furtivement apparaître lors d'une exposition à la maison de Victor Hugo, en 1933. Puis ils s'évanouissent. En 1962, un propriétaire anonyme en met un en vente,
le troisième, à l'hôtel Drouot. Il est acquis par la Bibliothèque nationale. Et les 3 autres, impossible de savoir où ils sont. Cette Bible de l'humanité verra-t-elle le jour? Que contient-elle? Qui en dispose aujourd'hui dans le secret? Vous? Non, hélas. Mais vous-même, croyez-vous vraiment aux tables tournantes et aux esprits? Je vais vous dire toute ma philosophie là-dessus. Elle tient en peu de mots. N'invoquons pas les esprits. Soyons esprits nous-mêmes. Annexe. Procès-verbaux de quelques séances de table parlante organisées par Victor Hugo dans sa maison de Jersey. Cette première séance fut marquée d'un caractère spécial. Quel être s'y présenta le premier? Celui auquel Victor Hugo pensait le plus? Sa fille, sa Léopoldine, morte dans les circonstances tragiques que l'on connaît, avec son mari Charles Vacquerie. Jersey, 11 septembre 1853. Tous les commentaires sont d'Auguste Vacquerie, qui fit le procès-verbal de la séance. Présent, Madame de Girardin, Madame Victor Hugo, Charles Hugo, François Victor Hugo, Mademoiselle Hugo, le général Le Flot, Monsieur de Tréveneuc, Auguste Vacquerie. Madame de Girardin et Auguste Vacquerie se mettent à la table, la petite table ronde posée sur une grande table carrée. Au bout de quelques minutes, la table tressaille. Madame de Girardin. Qui es-tu? La table lève un pied et ne la baisse plus. Madame de Girardin. Y a-t-il quelque chose qui te gêne? Si c'est oui, frappe un coup. Sinon, 2 coups. La table frappe un coup. Madame de Girardin. Quoi? Losange. En effet, nous étions en losange, nous étions aux 2 côtés d'un angle de la grande table. Je n'étais nullement convaincu. Je ne me disais pas précisément que Madame de Girardin nous raillait et frappait volontairement les coups. Mais je me disais qu'à force de volonté et de tension d'esprit, elle pouvait donner à sa main une pression involontaire. On va chercher une autre table sur laquelle on met la petite. Madame de Girardin et Charles Hugo se placent de façon à couper la table support à angle droit. La table s'agite. Le général Le Flot. Dis-moi à quoi je pense. Fidélité. Le général Le Flot pensait à sa femme. J'étais un peu moins convaincu. Je trouvais cela si spirituel et si ingénieux de répondre fidélité à un mari qui pense à sa femme que j'attribuai la réponse à Madame de Girardin. Victor Hugo écrit un mot sur un papier et met le papier fermé sur la table. Auguste Vacquerie prend la parole. Peux-tu me dire le nom écrit là-dedans? Non. Pourquoi? Demande Victor Hugo. Papier. Toutes ces réponses commençaient à m'étonner un peu. Pour être sûr que ce n'était pas Madame de Girardin qui agissait, je demande à tenir la table avec Charles Hugo. Je m'y mets avec lui. La table remue. Je pense un nom et je dis « Quel est le nom que je pense ?» Hugo. C'était le nom en effet. C'est à ce moment que j'ai commencé à croire. Depuis quelques moments, Madame de Girardin se sentait émue et nous disait de ne pas perdre de temps à des questions puériles. Elle pressentait une grande apparition, mais nous qui doutions, nous nous obstinions à défier la table de répondre à des mots écrits ou pensés. La table se met à écrire des lettres incohérentes. Madame de Girardin. Te moques-tu de nous? Oui. Pourquoi?
Absurde. Eh bien, parle de toi-même. Gêne. Qu'est-ce qui te gêne? Incrédule. Un ou plusieurs? Un. Nomme-le. Blond. En effet, Monsieur de Tréveneuc, très blond, était le plus incrédule de nous. Madame de Girardin. Veux-tu qu'il sorte? Non. La table s'agite, va et vient, refuse de répondre. Je quitte la table. Le général Leflot me remplace. À la table, Charles Hugo et le général Leflot. Le général Leflot. Dis-moi le nom que je pense. Madame de Girardin en même temps. Qui es-tu? Fille. Le général Leflot ne pensait pas à sa fille. Moi, je pense à mon neveu Ernest et je demande. À qui est-ce que je pense? Morte. Madame de Girardin très émue. Fille morte? Et moi, je recommence. À qui est-ce que je pense? Morte. Tout le monde pense à la fille que Victor Hugo a perdue. Madame de Girardin. Qui es-tu? Âme Saurore. Madame de Girardin avait perdu une sœur. La table à tête dit Saurore en latin pour dire qu'elle était sœur d'un homme? Général Leflot. Charles Hugo et moi qui tenons la table, nous avons perdu chacun une sœur. De qui es-tu la sœur? Doute. Général Leflot. Ton pays? France. Ta ville? Pas de réponse. Nous sentons tous la présence de la morte. Tout le monde pleure. Victor Hugo. Es-tu heureuse? Oui. Où es-tu? Lumière. Que faut-il faire pour aller à toi? Aimer. À partir de ce moment où on est ému, la table, comme se sentant comprise, n'hésite plus. Dès qu'on l'interroge, elle répond immédiatement. Quand on tarde à lui faire une question, elle s'agite, va à droite et à gauche. Madame de Girardin. Qui t'envoie? Bon Dieu. Madame de Girardin, très émue. Parle de toi-même. As-tu quelque chose à nous dire? Oui. Quoi? Souffrez pour l'autre monde. Victor Hugo. Vois-tu la souffrance de ceux qui t'aiment? Oui. Souffriront-ils longtemps? Non. Rentreront-ils bientôt en France? Elle ne répond pas. Victor Hugo. Es-tu contente quand ils mêlent ton nom à leurs prières? Oui. Es-tu toujours auprès d'eux, vêtue sur eux? Oui. Dépend-il d'eux de te faire revenir? Non. Mais reviendras-tu? Oui. Bientôt? Oui. Séance clos à 1h30 du matin. Séance du mardi 13 septembre 1853. Il fait nuit. 9h30. Présent. Victor Hugo, Madame Hugo, Mademoiselle Adèle Hugo, Charles Hugo, Madame de Girardin, Auguste Vacquerie, Téléqui, Monsieur et Madame Leflot. Charles et Téléqui tiennent la table. Victor Hugo. Qui es-tu? L'ombre. Es-tu l'ombre de quelqu'un? Du sépulcre. Peux-tu nous dire ton nom? Non. As-tu une communication à me faire? Croix. À quoi? À l'inconnu. Qu'est-ce que l'inconnu? Le vide plein.
Parle toi-même. La mort est le ballon de l'âme. Le monde auquel tu appartiens est-il la continuation de cette vie? Non, Cependant, tu as vécu? non, Qu'es-tu donc? l'ombre. L'ombre de quelqu'un qui a vécu? Non, Dois-tu vivre? non, Es-tu un ange? oui, L'ange de la mort? oui, Pourquoi viens-tu? pour causer avec la vie. Qu'as-tu à dire? Esprit, venez ici, il y a des voyants. Les esprits auxquels tu t'adresses, est-ce nous? Non. Alors c'est nous qui sommes les voyants. Oui, Toi, nous vois-tu? non, Les esprits que tu appelles ici ont-ils vécu de la vie des hommes? pas de réponse. Peux-tu répondre? Non. Agitation de la table. Puis-je te calmer? Non. Es-tu un esprit heureux? Le bonheur n'est qu'humain. Il suppose le malheur. Tu parles ainsi parce que tu es dans l'absolu? Oui. Parle de toi-même. L'infini, c'est le vide plein. Entends-tu par là que ce que nous appelons le vide est rempli par le monde des esprits? Par bleu. Ombre du sépulcre, tu peux donc être gai? Non. Parle. Use ton corps à chercher ton âme. Es-tu seul des esprits ici? Je suis tout et je suis partout. Veux-tu que je continue à t'interroger? Oui. Tu as la clé d'une porte fermée. Connais-tu la vision que j'ai eue hier? Je ne connais pas hier. Sommes-nous sûrs de te voir après la mort? Tu n'as que des lunettes. Téléki, fatigué, est remplacé à la table par le général Leflot. Victor Hugo. Si nous nous conduisons bien dans cette vie, pouvons-nous espérer une vie meilleure? Oui, Si nous nous conduisions mal, aurons-nous une vie plus douloureuse? oui, Les âmes des morts sont-elles avec toi? sous moi. Tu dis que tu es tout et partout. Es-tu Dieu? Sur moi. Es-tu plus près des âmes que de Dieu? Il n'y a pour moi ni près ni loin. Dis-moi, les mondes autres que la Terre sont-ils habités Oui, par des êtres comme nous, âme et corps? les uns oui, les autres non. Après la mort, les âmes de ceux qui ont fait le bien sont-elles dans des espaces de lumière ou vont-elles habiter d'autres globes? Allume. Est-ce toujours l'ombre du sépulcre qui est là? Non. Charles est remplacé par Téléki. Victor Hugo. Qui es-tu? Chateaubriand. Tu sais que nous t'aimons et que nous t'admirons. Oui, Tu es mon voisin à présent. Réponds. la mer me parle de toi. Peux-tu nous parler du monde où tu es maintenant? Non, Es-tu heureux? je vois. As-tu une communication à nous faire? Oui, Parle. j'ai lu ton livre. Napoléon le Petit? Oui,
Dis-nous ce que tu en penses. Mes os ont remué. Parle. Tu sais que je lutterai jusqu'à la mort pour la liberté. République. La République, c'est l'avenir, n'est-ce pas? Je ne vois que l'éternité. Es-tu toujours là, Chateaubriand? Non. Qui es-tu? Dante. Dante, tu sais que je t'aime et t'admire. Je suis heureux que tu sois ici. Parle. L'exil vient au bord de la tombe. Me dis-tu cela parce que je suis près du tombeau de Chateaubriand? Comprends. Parle. L'amour est. La haine n'est pas. Qu'est-ce qui t'amène ici? La patrie. Parle. J'ai lu Ma vision. Victor Hugo a fait dernièrement un poème intitulé La vision de Dante. En es-tu content? Béatrix chante. Je l'écoute. Tu nous entends toujours? Immobilité de la table. Est-ce toujours Dante? Non. Qui est là? Racine. Tu sais que je respecte les grands noms. Est-ce moi que tu viens voir? Non. Est-ce Auguste Vacquerie? Oui. Auguste Vacquerie. As-tu une communication à me faire? Oui. Parle. La gloire ment. Dis-tu cela pour toi? Oui. Tu trouves donc que j'ai eu raison de te contester? Oui. Tu reconnais que tu as fait des pièces étriquées? J'étais gênée. Est-ce un remords pour toi maintenant d'avoir laissé une réputation supérieure à ton œuvre? Ma perruque est roussie. Qu'est-ce qui l'a roussie? Le feu. Le feu de quoi? Du drame. Que penses-tu d'Athalie? Grand vers. Veux-tu dire qu'ils ont 12 syllabes? Oui. Dans le monde où tu es, la littérature a-t-elle encore quelque importance? Elle est un écho. Mollesse du mouvement, la séance est finie à 3h30 du matin. Point final.